Les langages de programmation, il faut vraiment les voir. C'est un outil qui permet de communiquer avec l'ordinateur, mais c'est avant tout un outil qui permet de communiquer avec des humains. L'objectif d'un langage de programmation, c'est d'être lisible pour n'importe qui. Enfin, c'est comme du texte en fait, hein. L'objectif, c'est que deux développeurs qui connaissent pas le même, enfin, les mêmes fonctions, qui développent des fonctions chacun de leur côté, puissent les relire. Parce que bah, on doit travailler en équipe et l'objectif, c'est pas de rendre les choses ultra verbeuses ou ultra complexes à lire. Il faut que ça soit facilement lisible par tout le monde. Et d'ailleurs, il y a plein de règles en programmation qui prônent ça. Il y a le KISS, le Keep It Simple. Il y a plein de paradigmes comme ça qui veulent que la programmation, ça doit rester quelque chose de lisible, fait par des humains pour des humains. Et ensuite, les compilateurs, donc les logiciels qui interprètent nos programmes, eux, ils sont là pour ensuite rendre nos textes, tout ce qu'on a fait, notre programme, lisible pour l'ordinateur. Et c'est lui qui s'occupe ensuite de faire des optis. Il y a différents niveaux, mais dans l'idée, on doit toujours respecter ça. Et après, si on fait des choses qui sont complexes à lire pour un humain, il faut toujours que on rajoute du commentaire, que les noms de nos variables soient très clairs. Par exemple, là, bon, x, y, ça m'a pas semblé clair parce que j'ai cru qu'il y avait eu une faute de nommage. Donc juste, on appelle une variable A, B, C, n'importe, et on met juste des valeurs dedans, mais on ne sait pas ce que c'est. Là, on pourrait mettre par exemple position X, position Y, ou ce genre de choses pour être encore plus explicite et rendre la lecture encore plus facile. Parce que bah, forcément, des lignes de code, on en lit un peu tout le temps. C'est comme si on lisait un livre dans lequel on n'avait aucun point, aucune ponctuation, aucun paragraphe, aucun chapitre, tout est ultra condensé. C'est difficile à lire et en fait, on se crame les neurones en quelques pages. Là où, pour tenir sur la durée et comprendre facilement et faire aussi des liens sur la façon dont le programme est fait, fonctionne et potentiellement les bugs qui en héritent, bah, il faut que ce soit facilement lisible pour qu'on puisse le lire vite. Un point que tu as fait, c'était que le code, tu l'écrivais aussi pour les humains et en soi, en fait, à chaque fois qu'on utilise du code, on utilise des librairies, on utilise le code de quelqu'un d'autre, en fait, derrière. Du coup, c'est vrai que bah, chaque fois, il y a du code, en fait, qui est destiné à des humains, en fait. Puis des choses qui nous appartiennent pas, on peut pas tout refaire, en fait. On n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps, puis on peut pas non plus réinventer tout le temps le fil à couper le beurre. Un des premiers programmes que j'ai fait, enfin des premiers jeux que j'avais fait, c'était un jeu où j'avais utilisé une librairie qui s'appelle SDL. C'était un jeu où il fallait gérer des hôpitaux. Et en fait, j'avais tout refait. J'avais refait une boîte à outils, donc un peu un début de moteur. Après, j'avais aucune connaissance dedans, donc il était tout dégueu. Mais j'avais passé énormément de temps juste pour afficher un système avec des tuiles, avec un système de jour-nuit, un petit personnage qui se déplaçait dessus. Alors que c'est quelque chose où maintenant, en ayant connaissance qu'il existe des moteurs de jeux vidéo, il existe des librairies beaucoup plus avancées dans lesquelles on a beaucoup plus d'outils, bah, c'est le genre de choses qu'on peut faire en même pas une journée. Donc il faut... Genre Unity, Unreal, Godot, limite. Tout à fait. Il faut vraiment prospecter en fait sur les choses qui existent déjà et se dire que les développeurs peuvent pas juste passer leur temps à tout refaire. Il faut faire confiance aussi aux autres développeurs qui nous ont fait des outils et ensuite on en refait par-dessus. C'est tout le concept de la programmation moteur derrière. Ça me fait un peu penser à tout ce qui est open source, tout ça. Enfin, je vais dire un truc, ça va être marrant avec le film d'hier. J'ai l'impression que ça fait un peu communiste. Étonnamment, ouais, en programmation, on est très axé sur cette culture-là du partage, rendre les connaissances gratuites et surtout donner des technologies parce que bah, la programmation, c'est des technologies, les algorithmes qui sont faits, c'est des technologies et forcément, quand on en reprend, on gagne énormément de temps derrière et on peut aller beaucoup plus loin, plus vite. Et il y a un peu, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, mais quand t'es étudiant ou quand t'es au début de la programmation, tu vas chercher beaucoup de ressources pédagogiques, tu vas énormément utiliser des outils qui ont été finalement donnés gratuitement sur Internet par des gens qui ont juste donné de leur temps pour aider les autres et compagnie. Et en fait, t'es un peu redevable quand tu grandis et quand toi-même t'atteins un niveau où tu peux transmettre des connaissances et faire toi-même des outils. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc un peu cyclique dans le sens où au début, tu as besoin des ressources que les autres te fournissent gratuitement. Puis après, tu es à même d'en donner aussi gratuitement aux autres. Et
trouve que c'est un truc ultra sain qui est en programmation et qui fait aussi plaisir. Ça donne fond à l'humanité. C'est cool. Un truc qui est assez fou et que je réalise maintenant, c'est les langages de programmation, c'est gratuit et les compilés aussi. Et il y a peu de métiers qui ont la chance d'avoir leurs outils aussi facilement accessibles en fait. Genre on peut même programmer sur internet maintenant. Tout à l'heure j'étais sur Replix. Alors que par exemple pour le son ils doivent acheter des softwares à 150 balles minimum. Les artistes aussi ils ont des trucs payants. Alors que nous genre on a besoin d'un ordi. On peut aller sur internet si on veut faire des trucs. Enfin, après si on veut faire des jeux ou tout ça, des trucs sérieux on peut télécharger. Mais Unity c'est gratuit d'utilisation, même s'il y a un truc commercial derrière. Unreal, c'est pareil, tu peux tester gratos. Franchement, c'est assez... Après, il n'y a rien qui est vraiment... rien qui est vraiment gratuit, entre guillemets. Apprendre, c'est gratuit, en tout cas. Ouais, tout à fait. Mais il y a... Tu reprends, par exemple, le truc de certains softwares, logiciels qui sont payants. C'est un peu des fois aussi le problème, c'est que il y a des logiciels qui sont extrêmement puissants, qui sont gratuits, disponibles pour tous. Mais en fait, des fois, la gratuité, elle a aussi un coût. C'est que souvent, c'est une ou quelques personnes, un nombre très peu de personnes qui travaillent sur le projet. Il y a peu d'organisations mises en place autour de ce projet-là. Et en fait, si les personnes, elles se démotivent, si, je sais pas, il leur arrive un accident demain, et en fait, il y a beaucoup de librairies comme ça qui ont été abandonnées parce que, en fait, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure qui les maintienne. Ouais. Alors donc, que l'argent, ça rapproche les gens quand même. Ça permet en tout cas de faire venir d'autres personnes, d'entretenir des logiciels. Et souvent, les logiciels gratuits qui prennent une très très grosse importance, comme IMGUI par exemple, comme plein d'autres librairies, elles sont ensuite sponsorisées par des gros studios ou des grosses entreprises qui donnent justement de l'argent pour éviter que les projets se perdent et soient plus maintenus. Parce que déjà, ça motive le développeur qui l'a fait, mais ça lui permet aussi de recruter des personnes, de créer une organisation autour de ça et de vraiment plus structurer ce qu'il a fait parce que c'est souvent beaucoup de travail de faire des choses gratuites. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... je t'avais parlé de FranceIOI, c'est pareil, ils sont sponsorisés aussi par, j'ai envie de dire Google, mais peut-être pas Google, mais pas mal de trucs. Ok. Parce que c'est gratuit à la base ? Ouais. Ok. C'est open source ? C'est pas open source. C'est juste gratuit, tu peux y accéder depuis le web, tu peux faire les exercices. Ok. Et ça compile de leur côté. Ok. C'est encore une fois un exemple de truc gratuit si tu veux apprendre, qui t'as rien besoin de télécharger. En théorie, tu peux même le faire sur ton téléphone. Donc, non, mais c'est clair. Et question d'ailleurs pour toi en lien du coup avec le sujet dont on a abordé. Qu'est-ce qui te donne l'envie de faire des vidéos gratos sur YouTube ? Qu'est-ce qui te donne envie de faire des blogs ? Qu'est-ce qui te motive en fait à donner des trucs gratos Argent. En vrai, les blogs, alors YouTube peut-être un peu, mais en fait on peut pas parler d'argent quand tu passes 10 heures à faire une vidéo pour 2 balles. Pour 2 euros, ouais. Voilà, on peut pas parler d'argent là-dessus, c'est juste un moyen d'acheter des cacahuètes quoi. Non, tout mon argent en YouTube. J'aime bien faire les choses de mon côté et en fait YouTube c'est aussi un peu une chance de faire ce que je veux, tu vois. Et en même temps, ça me fait rencontrer des gens. Par exemple, sur YouTube, j'ai rencontré un prof d'échecs. C'était assez cool. J'ai rencontré d'autres potes qui jouent aussi à des jeux vidéo, du coup, League of Legends, Minecraft, petite communauté, tout ça. Et puis en fait, ça fait rencontrer vachement de gens géniaux. Même, du coup, sur Discord, on peut parler, et on peut s'aider mutuellement, etc. Tu vois. Et puis il y en a qui connaissent du coup des choses en programmation avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise, par exemple tout le côté web ou ce genre de choses. Ouais. Petite dédicace à Azroto qui apprend à programmer, fait des plugins Minecraft, etc. Et du coup c'est aussi un peu avec tout ça que je me suis lancé dans le Java en fait. C'est comme ça que j'ai appris le Java et que j'ai commencé à utiliser Spygot. On sait pas forcément à quoi on s'attend quand on s'y lance, mais il y a plein de petites surprises qui sont sympas et tu fais ce que tu veux, tu te fais plaisir. Et ouais. T'évoques ce côté communautaire. Enfin, quand on avance un peu dans la programmation, en fait, au début, c'est une discipline qui est très solo. Et en fait, au plus on avance, au plus on se rend compte qu'en fait, c'est pas une discipline qui peut être faite en solo si on veut projeter des choses importantes.
Et on a énormément besoin des autres, ne serait-ce que pour s'occuper d'autres choses, travailler sur des tâches en parallèle, avancer sur des projets plus vite, mais aussi sur des spécialités sur lesquelles on n'aurait pas de connaissances. Rien que si tu veux faire un jeu vidéo, l'art, les dessins, les images, les modèles 3D. Complètement, ouais. C'est dur quoi. Et le fait d'avoir un réseau, donc plein de personnes qui sont issues de plein de milieux différents, tout ça, en fait c'est une richesse énorme parce que ça te permet d'avoir toujours des personnes avec qui tu peux discuter de sujets sur lesquels tu travailles ou de problématiques, de personnes avec qui potentiellement tu peux aussi monter des projets. Et dans le jeu vidéo, c'est ultra important le nombre de métiers qu'il y a autour de grandes disciplines, genre dans l'informatique, il y a l'industrie du jeu vidéo, il y a l'intelligence artificielle, il y a la robotique, la finance, le web, tout le côté serveur, il y a énormément de choses. Ensuite, maintenant, si on se consacre aux jeux vidéo, on a énormément d'autres branches. On a le gameplay, on a l'engine. Dans l'engine, on va avoir le rendu, on va avoir le online, on va avoir l'IA, on va avoir... quoi d'autre le tool. Bah ouais, tu les utilises. Et en fait, toutes ces spécialités, elles sont là parce que au plus on creuse dans la programmation, au plus on se spécialise dans un projet, au plus on a besoin de pousser des limites un peu de partout dans tous les domaines. Et on peut le faire seul, mais en le faisant seul, on va beaucoup plus lentement que si on est plusieurs. Et pour moi, on peut pas non plus tout s'autoriser quand on est tout seul. Enfin, on se donne des contraintes techniques, des contraintes de temps, où on va pas forcément pouvoir pousser les choses là où on voudrait potentiellement les pousser. Donc ouais, le réseau c'est cool. Le réseau, c'est top. Ouais, et ouais, c'est un truc aussi. Les gens réalisent peut-être pas forcément. Mais c'est vrai que, genre, quand il y a une nouvelle boîte qui se crée, etc., d'expérience, c'est... si tu veux trouver des seniors, en fait, les seniors, ils vont pas sur la FJV, du coup, l'Agence française de jeux vidéo, elles vont pas avoir des sites pour trouver des postes, etc., ou plutôt pas tant que ça. En général, c'est plus des gens qui viennent, en fait, sur LinkedIn ou tout ça, qui leur parlent des connaissances, sur Discord, sur n'importe quoi. Et... Ça marche au réseau, ça marche à l'opportunité... Et tu dis pour les seniors, mais même au-delà, pour tout. Quand j'ai commencé au tout début, que j'étais pas encore à Ubi, j'avais pris contact sur LinkedIn avec le directeur technique d'Ubisoft La Forge en France. Donc Ubisoft La Forge, c'est un laboratoire de recherche et développement pour Ubisoft qui travaille sur les animations, sur les animations et l'intelligence artificielle, enfin plein de topics ultra intéressants. Ouais. Et j'avais assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle dans laquelle il y avait une table ronde. Il était là. Et du coup, j'ai pu un petit peu mieux le connaître, avoir son nom. Ensuite, je l'ai demandé sur LinkedIn pour l'avoir dans mon réseau. Et en fait, on a pu échanger et j'ai même pu avoir une visio avec lui où il a pu échanger plein de choses sur la façon dont fonctionnait Ubisoft La Forge, tout ça. J'ai pas dégoté un stage, je tiens bien à le dire, parce que... je me suis rendu compte qu'en fait, les profils qu'ils recherchaient en recherche et développement, c'était beaucoup des doctorants ou des programmeurs engine, mais qui n'étaient pas là. Ouais, clairement. Qui maîtrisaient des sujets très théoriques. Ouais. Genre le deep learning, l'intelligence artificielle, tout ça, où il y avait un besoin d'approfondir des connaissances et de pousser vraiment là-dedans. Et du coup, il y avait aussi des programmeurs engine qui récupéraient les technologies qui avaient été... théorisés, qui les appliquaient ensuite dans un moteur. Et il y avait d'autres programmeurs qui étaient là pour embellir un peu les outils, les rendre ergonomiques, faciles à utiliser. Et en fait, j'ai pu apprendre tout ça grâce à un réseau et finalement juste en cherchant à essayer d'échanger avec d'autres personnes et en discutant en fait. Et genre ça marche vraiment beaucoup, le réseau. Moi, c'était mon contrat de professionnalisation, c'était le boss de la filière de l'école qui est parti dans une nouvelle entreprise. Oui. Donc, il te connaît. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça. Quand tu te fais connaître en positif autour de toi, c'est pas des choses qui sont perdues parce que très souvent, les gens, tu vas les recroiser dans ta carrière ou tu vas les recroiser plusieurs fois. Il y a plein de personnes que j'ai vu partir qui sont de nouveau revenues et du coup, je les connais. Il y a d'autres personnes, peut-être qu'un jour je vais partir, que je vais croiser dans d'autres studios, comme c'est arrivé à plein de collègues autour de moi. Et c'est tout un réseau que tu mets en place et qui te permet aussi de connaître un peu les acteurs qu'il y a au sein de l'industrie, qui te permet de discuter avec des personnes qui vont te parler de conditions de travail dans un studio, qui vont te parler un peu de leur production, sur ce qui
peut être dit en tout cas autour de ça. Et ça te permet de mieux connaître l'industrie, ça te permet de mieux connaître les entreprises de l'industrie et de te projeter aussi sur où est-ce que tu as envie de travailler, les spécialités, d'avoir des retours d'expérience. Et même des fois de trouver des solutions à des problèmes auxquels tu n'aurais jamais pensé que la solution était dans la personne en face de toi. Donc, et ça arrive souvent. C'est ce qu'on nous dit assez souvent, l'industrie du jeu vidéo c'est assez petit, on retrouve pas mal de gens. Ouais, enfin gros et petit c'est assez étrange, mais oui, on retrouve les gens en tout cas, j'ai l'impression.